Bonjour à tous, aujourd'hui on va commencer avec des notions de physique, anatomie et physiologie dans le cadre du niveau ACEL. Je m'appelle Nicolas Chaveroux et je suis moniteur premier degré FFESSM et également instructeur AIDA. Pourquoi est-ce qu'on fait ce cours On fait ce cours parce que dans le MFA, qui est le manuel de formation en apnée, pour le niveau ACEL, il est mentionné que dans les connaissances de l'ACEL, il faut avoir des notions simples en matière d'anatomie, de physiologie et de physique qui permettent de comprendre les effets du milieu et les accidents. Et on veut rester à des problèmes qui correspondent à une pratique de l'apnéiste confirmé au libre. Alors justement, la pratique de l'apnéiste confirmé au libre, c'est quoi? Toujours si on se réfère au MFA, en termes de pratique, ça nous mentionne que les ACEL majeurs pourraient évoluer en autonomie dans la limite de 15 mètres de profondeur, et ils peuvent évoluer en autonomie entre ACEL dans l'espace médian, c'est-à-dire 20 mètres de profondeur, sous la responsabilité au minimum d'un MEF. Donc les notions de physique et les accidents qui vont être reliés à l'ACEL sont des accidents ou c'est une pratique qui est liée donc à la profondeur en eau libre. En eau libre, ça veut dire soit en lac, soit en mer. Et donc on va venir introduire tout ce qui permet de venir comprendre quels accidents on peut avoir quand on va venir pratiquer ces activités-là dans ces profondeurs-là. On va commencer en l'occurrence avec la physique. Donc un apnéiste évolue en l'occurrence dans un nouveau milieu, un milieu qui n'est pas naturel, qui est l'eau, et l'eau présente des caractéristiques physiques qu'il est nécessaire de connaître. Tout d'abord, en fait, l'eau, c'est évidemment beaucoup plus dense que l'air. 1 litre d'eau douce en l'occurrence, c'est 1 kg, et 1 litre d'eau de mer, c'est un petit peu plus lourd, 1,35 kg, 0,35, parce qu'il y a du sel dedans. Ce qui veut dire que, en fonction du milieu dans lequel on se trouve, il va falloir adapter son lestage. Entre plonger en lac ou en piscine et plonger en mer, il y aura une petite différence qui sera liée à ce sel. L'eau est évidemment très dense, ce qui a aussi un impact sur la conductibilité thermique. Elle est en l'occurrence 25 fois supérieure à l'air, c'est-à-dire qu'on se refroidit beaucoup plus vite dans l'eau qu'on ne se refroidirait dans l'air à la même température. 25 fois plus rapidement. Les menaces qui pèsent sur nous sont donc de l'hypothermie par refroidissement si on est mal isolé ou si on reste trop longtemps dans l'eau. Il y a aussi des propriétés optiques et sonores, à savoir que le son se déplace plus vite, l'onde du son se déplace plus vite dans l'eau que dans l'air, 5 fois plus vite. Et là où les humains ont un écartement d'oreille gauche et droite qui nous sert à latéraliser le son, quand ce son va 5 fois plus vite, on n'est plus capable de latéraliser, donc on n'est pas capable de dire d'où vient une source sonore quand on est dans l'eau. Donc se méfier quand on entend un bateau arriver, faire des tours sur soi-même pour savoir d'où le bateau vient et le repérer à la vision et non pas le repérer seulement au son. Je disais aussi, l'eau donc a des caractéristiques qui viennent influer notre optique, surtout parce qu'on va porter un masque qui lui a de l'air et on va avoir un changement de milieu entre les deux. Et donc le changement de milieu entre les deux va provoquer plusieurs choses. On va voir les objets plus gros, on va les voir un tiers plus gros, et on va les voir aussi un quart plus proche. C'est ce que montre le schéma là, en haut là. On voit que l'œil est derrière un masque, la surface du masque, et ici le poisson est dans l'eau. On va avoir l'impression de le voir plus près et on va avoir l'impression de le voir plus gros. Et enfin, l'eau va venir absorber le spectre lumineux. La lumière est formée de plusieurs fréquences. Ces fréquences correspondent à des couleurs. Et avec la profondeur, en fait, les fréquences vont être absorbées par la lumière, par l'eau, pardon. Et donc on va perdre assez rapidement le rouge, l'orange et le jaune dès les 5-20 premiers mètres pour garder le vert qui va bien entendu disparaître jusqu'à un certain moment, jusqu'à ce qu'on n'ait plus que le magenta et le bleu. On a aussi un impact évidemment, comme on est dans l'eau, on a aussi un impact sur la flottabilité. Cette loi physique a été définie par Archimède au IIe siècle avant Jésus-Christ. Et la loi dit que quand on plonge un objet dans un liquide, cet objet va subir une force verticale qui est dirigée de bas vers le haut, et cette force est égale au poids du liquide déplacé par cet objet. Si on veut prendre un exemple, si on prend un exemple un petit peu imagé, on peut prendre par exemple une pièce en métal ou une pièce pour enfants qui serait plutôt en plastique. Elles vont avoir le même volume, c'est-à-dire que la taille de la pièce est exactement la même. Pourtant, il y en a une qui va couler et il y en a une qui va flotter, parce que quand on va plonger la pièce, ça va déplacer un volume d'eau, l'eau va monter, si on prend une bouteille et qu'on met une pièce dedans, l'eau va monter très peu, et le poids de cette eau-là, s'il est inférieur au poids de l'objet,
Dans ce cas-là, l'objet va couler, mais s'il est supérieur au poids de l'objet, dans ce cas-là, l'objet va flotter. Donc ma pièce en plastique qui est relativement légère, elle va déplacer de l'eau, mais elle va déplacer beaucoup plus d'eau que le poids qu'elle pèse. Ma pièce en métal, qui est lourde, qui est dense, elle va déplacer la même chose en termes de volume d'eau, mais elle pèse plus lourd que le volume d'eau qu'elle déplace. Et il y a un cas intermédiaire qui est que si le poids apparent, donc le poids apparent c'est le poids réel moins le volume, si le poids apparent est pile 0, dans ce cas-là on a une flottabilité neutre, c'est-à-dire qu'on peut laisser l'objet, en fait il ne va ni flotter ni couler, il va rester à la hauteur. Donc si on veut rapporter ça sur un exemple, une encre de 25 kg, dont le volume est de 8 litres, elle déplace 8 litres d'eau quand on la plonge entièrement dans l'eau. Son poids apparent, on peut le calculer, c'est le poids réel, 25, moins le volume, 8, 8 litres, donc 8 kg. Et 25 moins 8, ça fait 13. 13, c'est positif, donc le poids apparent est supérieur à 0, la flottabilité est négative, l'objet coule. Comment se lester ? Comment se lester, ça va dépendre de notre combinaison, de la profondeur à laquelle on veut aller, du type de séance qu'on fait, etc., etc. C'est le genre de choses que vous voyez avec votre encadrant ou avec vos binômes en fonction de la sécurité que vous avez mis en place et ce que vous avez besoin de faire sur votre séance. Il y a encore une autre notion physique qu'il est important d'introduire, c'est ce qu'on appelle la pression. On a rarement la définition de ce que c'est que la pression. La pression, c'est une grandeur physique, donc c'est une unité physique. Elle est définie en tout point d'un fluide. Le fluide peut être soit un gaz, soit un liquide. Et ça reflète la poussée qui est exercée entre ses propres particules sur les parois du récipient et sur la surface du cours émergé. Donc là, on peut voir par exemple, c'est une vidéo où on voit que la pression, c'est le nombre de collisions qu'il y a entre les particules entre elles, les particules avec la surface. À un moment, on va pouvoir augmenter cette pression. Là, on voit que là, pour le moment, la pression est de 1 bar. On peut augmenter cette pression. La pression devient de 2,5 bars. Et donc, du coup, il y a beaucoup moins d'espace pour que les molécules se déplacent. On voit qu'il y a une plus grande intensité de collision. Et c'est ça, exactement, la pression. Et si on diminue la pression, hop, on vient changer la pression pour que ce soit 0 bar. On voit que là, les molécules ont beaucoup plus de place pour se déplacer. Et dans ce cas-là, le nombre de ce choc est réduit. Donc ça, la pression, c'est le nombre de collisions des particules entre elles sur les parois du récipient et sur la surface d'un corps immergé. La pression s'exerce en plein d'unités selon l'ordre de grandeur. On a ce qu'on appelle des newtons, c'est l'unité internationale de pression. On a aussi les pascals, les millimètres de mercure ou les bars. Et généralement, il y a des ordres de magnitude différents. On va exprimer les bars en atmosphère, donc c'est vraiment des très grandes unités. Et les millimètres de mercure, c'est plutôt quelque chose où on va regarder la pression dans le corps au niveau de certains capteurs, donc c'est vraiment des toutes petites unités. Elles se traduisent très bien de l'une en l'autre, c'est juste que c'est comme les centimes et les euros, quoi. C'est juste qu'on n'a pas envie de se prendre la tête à dire 0,00001 pour calculer quelque chose. On a envie d'avoir une unité qui correspond à ce qu'on a besoin de mesurer. Les pressions, que nous on rencontre, en l'occurrence les pressions externes, c'est des pressions qu'on va exprimer nous en bars. Les bars, c'est la pression de l'atmosphère au niveau 0 de la mer. Un bar, c'est la pression de l'atmosphère, donc la pression de toute la colonne d'air qu'on a au-dessus de nous jusqu'au niveau 0 de la mer. C'est environ 1013 millibars, donc on simplifie et on va juste dire que c'est un bar. Et on appelle ça du coup la pression atmosphérique, ça c'est quand on est au niveau 0 et qu'on ressent autour de nous et sur notre peau la colonne d'air. On ne la sent pas parce qu'on est habitué, mais ça correspond à un bar. Quand on va venir s'immerger, on a quelque chose qui va venir se rajouter, qui est la pression de l'eau, ce qu'on appelle la pression hydrostatique, ou aussi la pression relative, et elle c'est la pression de la colonne d'eau qui est au-dessus de nous et qui augmente linéairement en fonction de la profondeur. Donc elle augmente en l'occurrence de 1 bar tous les 10 mètres, avec une petite variation, soit en eau douce, soit en eau de mer, mais on va garder les calculs simples, et on va juste assumer que c'est 1 bar tous les 10 mètres. Donc la pression que nous on va recevoir, la pression absolue, à une certaine profondeur, ça va correspondre à la pression atmosphérique, donc 1 bar, et la pression relative, c'est-à-dire la pression qui correspond à la profondeur à laquelle on se trouve. En quoi ça nous concerne, ça ? Ça nous concerne parce que la pression, en fait, a un effet sur les gaz. Cette loi a été définie par 2 scientifiques quasiment au même moment, mais sur des pays différents, et il n'y avait pas Internet à cette époque-là. Donc on a d'un côté Boyle, un anglais, et Marriott, un français, qui ont trouvé quasiment au même moment que un gaz va être soumis à la pression, et
l'impact de la pression va avoir un impact sur son volume de manière proportionnelle. Donc si on veut prendre la règle telle qu'elle est, c'est le volume d'un gaz est inversement proportionnel à la pression à laquelle il est soumis. Et donc, si on veut essayer d'appliquer ça en fait sous la forme d'une règle mathématique, on va venir dire que pour un même objet, le volume à une certaine profondeur par la pression à cette profondeur-là va être égal à le volume à une autre profondeur et la pression à une autre profondeur. Ce calcul-là donneront le même résultat qui est une constante. Si on veut l'appliquer sur notre exemple, on voit ici un ballon qui est gonflé à 4 litres et il est à la surface. Donc l'atmosphère, la pression auquel est exposé le ballon, là où il est ici, c'est de 1 bar. Donc là, ma pression 1, c'est 1. Et le volume, c'est 4 litres. Donc volume 1, c'est 4 litres. Donc on va pouvoir faire le calcul, c'est 1 fois 4, 1 fois 4 égale 4. Donc là, on va pouvoir vérifier, c'est si on le met à une autre pression, est-ce que le volume multiplié par cette pression vont aussi donner 4. En l'occurrence, si on vient plonger ce ballon à 10 mètres c'est 2 bars, la pression atmosphérique plus la pression relative hydrostatique des 10 mètres, c'est-à-dire 1 bar tous les 10 mètres, c'est bien 2 bars, et on va observer que ce ballon a diminué de moitié, et donc son volume est de 2 litres. On se retrouve donc avec le volume 2 qui est de 2 litres, la pression 2 qui est de 2, et là on a 2 fois 2 égale 4, et on peut constater que la règle est juste, et on va pouvoir, ça va nous permettre en fait de venir calculer quel sera le volume d'un objet à une pression donnée. Donc la pression, elle s'exerce, en quoi ça nous concerne nous? Elle s'exerce sur tout ce qui a du gaz. Donc tout ce qui a du gaz sur nous plongeurs, ça veut dire les cavités naturelles évidemment, donc les poumons. Les poumons vont diminuer de volume proportionnellement à la profondeur, mais aussi l'oreille moyenne. L'oreille moyenne, c'est cet espace, on va le revoir dans un slide un petit peu plus loin, c'est l'espace aérien entre le tympan et l'oreille interne, et cet espace, comme c'est de l'air, il va être soumis à la pression, et il va exercer une tension sur le tympan s'il n'y a pas de compensation. On a aussi des cavités mécaniques, on a de l'air entre les yeux et la vitre du masque, et on peut avoir parfois de l'air qui est trappé, pris au piège dans la cagoule. Donc si on veut essayer de faire le petit calcul ici, admettons qu'on a des poumons qui ont une capacité de 5 litres à 0 mètres. Quel est le volume de ces poumons à 40 mètres? Je vous laisse faire pause sur la vidéo, et je vous donne la solution tout de suite. Donc là, on peut reprendre notre calcul. Notre calcul, c'est, ok, les poumons à 5 litres, donc on a ici le volume 1, donc on peut dire 5 ici, et 0 mètre, c'est-à-dire une atmosphère de 1, enfin une pression absolue de 1. Donc on a 1 fois 5 égale 5. Donc là, pour le moment, on a P1 et V1, et on a la constante. Maintenant, on va nous donner un terme qui va être soit P2, soit V2. En l'occurrence, on va nous donner P2, et c'est à nous de déterminer quelle est la valeur de V2. Donc, à 40 mètres, on a une pression absolue de 5 bars, donc la pression c'est 5 ici, parce qu'on a une atmosphère et puis un bar tous les 10 mètres, donc ça fait 5. Donc ici on a 5 sur la pression, donc 5 fois quelque chose, une inconnue, est égal à 5, donc là en l'occurrence c'est 5 fois 1 est égal à 5, et donc ça veut dire que le volume de nos poumons à 40 mètres, si on a 5 litres à la surface, c'est 1 litre. Nos poumons ne feront plus qu'un litre, ils sont 5 fois plus petits qu'à la surface. Ok. Ensuite, il va être important de venir introduire quelque chose qu'on appelle les pressions partielles. Les pressions partielles vont commencer à s'activer à partir du moment où on va s'exercer en profondeur. Et donc, c'est important de comprendre quels effets elles ont sur nous. Donc déjà, on va commencer par édicter la loi. La loi, c'est ce qu'on appelle la loi de Dalton. Et ce qu'elle dit, c'est que la pression d'un mélange gazeux, donc vous vous souvenez, en fait, c'est la densité du gaz, la densité des collisions du gaz, est égale à la somme des pressions partielles qui le composent. Alors ça a l'air un petit peu barbare quand on y réfléchit, mais c'est assez simple. Ce que ça dit juste, c'est que si à la surface, on a quelque chose comme... donc dans l'air qu'on respire, il y a 21% d'oxygène. Donc ça veut dire que si je prends la pression d'un gaz, enfin la pression de l'oxygène dans mon corps, dans mes poumons en l'occurrence, quand je respire à la surface, je peux voir que la pression de ce gaz-là, c'est 0,21 bar. 21% du gaz qui... c'est pas exactement ça, c'est... Il y a une pression d'oxygène dans mon corps qui est de 0,21 bar. Ok, admettons. Si je descends à 20 mètres, ce qu'on est en train de dire, c'est que
la pression d'un mélange gazeux est égale à la somme des pressions partielles des gaz qui le composent. Donc on a le pourcentage du gaz, il doit être multiplié par la pression absolue. Donc à partir du moment où je descends à 20 mètres, ma pression absolue, elle va augmenter. Je vais passer à 3 bars. On a vu dans la règle juste avant qu'on a la pression atmosphérique de 1 bar, puis 1 bar tous les 10 mètres, donc 3 bars. Ça veut dire que la pression partielle d'oxygène dans mon corps, elle va être équivalente au pourcentage du gaz, on a vu que c'était 21%, fois la pression absolue, donc fois 3 bars. Et ça veut dire que maintenant, dans notre corps, on a une pression d'oxygène, pression partielle d'oxygène, de 0,63 bars, donc 3 fois plus élevée que ce qu'on a à la surface. Pour notre corps, ça veut dire qu'on a 3 fois plus, la perception en tout cas, c'est qu'on a 3 fois plus d'oxygène dans le corps quand on est à 20 mètres que quand on est à la surface. C'est ce qu'on appelle un mélange hyperoxygéné. Qu'est-ce que ça veut dire et à quoi ça sert? Ça sert à dire que dans notre corps, la pression partielle, c'est ce qui est mesuré par nos capteurs pour savoir si on part en syncope. Quand ça passe en dessous d'un certain niveau, donc qui est calculé en pression, en l'occurrence c'est plutôt pour calculer en millimètres de mercure, parce qu'on voit qu'on commence à être sur des toutes petites valeurs, mais quand ce niveau-là passe en dessous d'une certaine valeur, c'est généralement le niveau hypoxique sous lequel le corps décide de faire une syncope. Sauf que ce qu'on voit, c'est qu'en profondeur, il y a un espèce de biais qui est lié à la pression, qui nous donne l'impression d'aller très très bien, de se sentir très très bien, alors qu'on n'a pas plus d'oxygène, c'est juste que la pression d'oxygène, donc la collision des molécules avec les surfaces, est plus importante. Et notre corps croit du coup que, en fait, tout va très bien, et quand on va commencer à remonter, évidemment, la pression partielle d'oxygène va venir se rétablir, elle va venir revenir à un niveau normal, sauf si évidemment on a consommé de l'oxygène, et dans ce cas-là, elle va venir descendre. Donc se méfier de la sensation de bien-être en profondeur, généralement c'est quelque chose qui vient s'apprendre. On ne vient pas se fier nécessairement en fait à comment est-ce qu'on se sent, on vient se fier plutôt à une expérience. Une question qui peut surgir, c'est ok, j'entends bien que du coup on est hyper oxygéné, potentiellement le CO2 aussi, lui est 3 fois plus important en termes de pression partielle dans le corps, et c'est lui pourtant qui déclenche les alertes, pourtant on n'a pas les alertes. C'est vrai, et la raison c'est parce que nos capteurs qui viennent mesurer la pression partielle de CO2 ne sont pas tolérants à la pression. Eux, quand on va venir s'immerger en profondeur, ils vont s'atténuer et on ne va presque plus les ressentir. C'est très rare qu'on ait des spasmes, ou quand on en a, c'est que généralement c'est pas très bon signe. Ok, une dernière chose, une dernière règle physique normalement, avant de passer au reste, c'est ce qu'on appelle la dissolution des gaz dans un liquide. C'est une loi qui a été édictée par Henry, et ce que ça dit, c'est que la quantité de gaz, si on prend à température constante et à saturation, la quantité de gaz qui se dissout dans un liquide est proportionnelle à la pression qu'exerce ce gaz sur le liquide. En l'occurrence, on a un échange gazeux qui est fait, si j'essaie de vous donner un exemple de quand est-ce que cette règle-là s'applique, quand on respire et qu'il y a besoin de faire passer des molécules d'oxygène sur les globules, on a un changement de milieu entre de l'air et du liquide à la surface de nos poumons. Et ce changement, il est fait de manière tout à fait physique, il n'y a pas d'action de notre corps pour ça, c'est juste la physique qui fait son boulot, qui est que le liquide, le sang, est pauvre en oxygène quand il arrive dans les poumons, et comme il est pauvre en oxygène et qu'il se retrouve en contact avec un gaz qui est riche en oxygène, les deux vont venir s'équilibrer. Donc tout ce qu'il y a en trop dans le sang va partir dans le gaz, donc dans l'air qu'on a dans les poumons, et tout ce qui est en trop dans l'air va partir dans le sang. Et donc il va y avoir un échange qui va se faire, donc le sang va se charger en oxygène, et il va se charger en azote évidemment aussi, s'il n'est pas encore à saturation d'azote, et l'air va venir se charger en CO2, et on va avoir un échange qui va venir se faire. Donc la quantité de gaz qui est dissoute dans un liquide, on appelle ça la tension, et les échanges entre un gaz et la surface d'un liquide se font tout le temps, ils se font en permanence, et il y a toujours un équilibre en fait qui se fait. Ça prend évidemment plus ou moins de temps selon les gaz, il y a des gaz qui sont ce qu'on appelle plus solubles que d'autres, et on dit que quand il y a un équilibre entre les deux, on dit que le liquide est arrivé à saturation. Donc en l'occurrence ici on voit que là on est à saturation, il y a autant d'éléments plus d'un côté dans l'eau que dans le gaz. Ici on voit qu'on vient augmenter en fait la pression qu'il y a dans l'eau,
alors que là, on n'a pas fait augmenter la pression dans le milieu gazeux. Il y a donc un échange qui va venir se faire, il va y avoir une saturation. Et si à un moment, en fait, on vient changer la pression de l'eau, et qu'il y a du gaz qui a beaucoup plus de pression de l'élément plus, dans ce cas-là, on appelle ça la sursaturation, il va y avoir un échange qui va venir se faire. Alors super, mais ça sert à quoi? Donc ça sert déjà à la respiration, ça c'est un premier point. Le deuxième aussi, c'est que ça veut aussi dire que quand on va plonger, qu'on va descendre, notre corps va venir se saturer en azote, parce qu'il va y avoir aussi évidemment, on a vu juste avant qu'il y a une pression partielle d'azote qui va venir augmenter, et donc on va avoir de l'azote qui va venir se dissoudre dans le corps, et ça peut poser potentiellement des problèmes si c'est répété et que on vient jouer avec des grandes profondeurs. Alors, on va laisser la physique un tout petit peu pour se concentrer un tout petit peu sur l'anatomie maintenant, avec principalement des rappels anatomiques, mais bon, le corps est constitué, donc des rappels anatomiques qui sont évidemment liés à l'apnée. Le corps, euh, euh, les éléments liés à l'apnée qui sont importants pour nous, c'est dans le corps, c'est les voies aériennes supérieures. Donc les voies aériennes supérieures, c'est euh, toute l'interface euh, d'interaction avec le milieu aérien de notre corps, le nez et la bouche. Donc on voit comment c'est fait ici, donc on a le nez avec ce qu'on appelle la cavité nasale. La cavité nasale mène à des cavités osseuses qu'on appelle les sinus maxillaires et les sinus frontaux. Il y en a un autre qui a un nom un petit peu barbare, mais j'ai oublié. Les sinus, c'est des cavités dans les os qui permettent manifestement d'alléger le poids du crâne. Sans ça, le crâne serait probablement trop lourd pour qu'on puisse le maintenir. Donc on voit que c'est manipulé c'est interfacé via la cavité nasale. Donc il y a juste des tout petits trous qui permettent d'y accéder. Il y a une séparation entre la cavité nasale et la cavité buccale. On a ici donc la bouche, la langue. La langue, c'est un énorme morceau, on ne s'en rend pas souvent compte. Il y a ce qu'on appelle le palais et le voile du palais. Donc le palais est fait d'une zone osseuse et d'une zone un petit peu plus molle et musculaire, qu'on appelle le voile du palais. Ici, ça ne bouge pas. Ici, ça peut remonter et fermer et isoler totalement la cavité nasale. On a les trompes de Stache qui sont aussi dans la cavité nasale, qui communiquent avec l'oreille moyenne, qui est juste ici probablement. Donc on a un petit tuyau ici avec des muscles qui ferment le tuyau entre les deux pour éviter les infections. Donc on a le voile du palais, comme je disais, la bouche, l'arrière de la gorge, ce qu'on appelle le pharynx. Ensuite on a l'épiglotte. L'épiglotte, c'est un petit palais, enfin un petit clapet ici qui peut venir descendre et qui décide si ce qu'on vient d'avaler, ça passe soit dans l'œsophage, et donc vers l'estomac, soit dans la trachée, et donc l'espace aérien et les poumons. Donc on a cet espace qui, quand on avale de l'eau, va venir se fermer un clapet qui va permettre de faire tomber derrière ou de faire tomber devant. Donc on a ça, l'épiglotte, le clapet, le larynx qui est la partie aérienne haute. C'est ce que généralement chez les hommes, c'est ce qui est relié à la pomme d'Adam, et puis la trachée avec l'air qui passe. Il n'y a pas de mention, mais ici on a ce qu'on appelle la glotte avec les cordes vocales, et ça c'est un seau hermétique qui permet en fait de venir isoler les poumons de la bouche si on avait besoin. Donc on a un seau hermétique ici, on a un seau hermétique ici, un seau hermétique là. Évidemment on peut se boucher le nez pour faire un seau hermétique ici et fermer les lèvres. Donc ça rappelle tout ce que je viens de dire, le nez, ça réchauffe, humidifie et filtre l'air, environ 20 millilitres par jour. Les sinus allègent la boîte crânienne, sont connectés avec la fosse nasale, avec ce qu'on appelle des ostiums, c'est les petites entrées. On a le pharynx c'est l'espèce d'endroit, le carrefour, où on vient délimiter si ça va dans l'espace aérien, dans l'estomac. Et c'est en relation avec les trompes de Stache via le nasopharynx. Et on a le larynx, qui est donc la partie aérienne avant. Donc c'est l'intermédiaire entre le pharynx et la trachée, on a les cordes vocales et la glotte, ça contient l'épiglotte, l'aiguillage que je vous ai dit, etc., etc. Bref, je vous ai déjà parlé de tout ça. Les voies aériennes inférieures, donc c'est une fois qu'on a passé le nez, la bouche et toute l'interface de communication avec le milieu aérien, on va passer sur l'espace inférieur, donc à savoir, on a ici, comme je disais, la trachée. La trachée va venir descendre vers... donc la trachée, c'est cartilagineux, on voit que c'est fait de plein de petits tubes avec du cartilage entre. Ça va ensuite se séparer en deux, entre des bronches principales, et ça va se séparer quelque chose comme 17 fois, jusqu'à arriver aux alvéoles. Donc on a une grosse branche d'arbre qui se sépare en moyenne branche, en moyenne petite, puis très petite, puis très 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 petite, puis très 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 petite, jusqu'à arriver à des petits sacs qu'on appelle les alvéoles. Et les alvéoles, elles sont recouvertes de petites artères et de petites veines
en surface, et c'est là que se font les échanges gazeux. Donc la trachée, 10-12 cm, divise en deux bronches. Les bronches souches, elles se divisent 6-12 fois pour atteindre une section de 1 mm. Les bronchioles, elles se divisent en 4. Donc les bronchioles, pardon, on a les bronches souches qui se divisent comme ça, et puis après on va avoir des tout petits canaux qu'on appelle les bronchioles. Ils se divisent 4-5 fois en bronchioles terminales, qui après une nouvelle division aboutissent elles aux alvéoles. Et on a les alvéoles, ce sont les petits sacs que je vous ai montrés ici, donc c'est vraiment des petits sacs où il y a de l'air dedans en fait, et c'est là où on est vraiment sur un niveau tout petit. On a la taille d'une alvéole par rapport à la taille d'une veine et la taille d'un globule, ça vous donne une idée en fait de l'échelle, et on a la taille d'une molécule d'oxygène ici, et c'est ça qui va permettre des échanges gazeux. Donc c'est tout petit une alvéole, et c'est là où les échanges gazeux se font avec les capillaires qui les entourent. Donc les capillaires, c'est les artères et les veines qui sont juste autour ici. Et donc du coup on a ces petits sacs qui interagissent parce qu'il y a une membrane très fine entre les deux, entre les veines et les artères. Et les alvéoles, pardon. Donc c'est une structure en forme de sac qui a une épaisseur de 2 microns, donc c'est quelque chose comme 10 fois plus petit ou 20 fois plus petit qu'un cheveu, et ça se gonfle et se vide au rythme de la ventilation. La surface alvéolaire, c'est-à-dire que si on prenait tous nos sacs et qu'on les mettait à plat, ça représente 150 mètres carrés, je crois qu'il correspond à un terrain de tennis. Oui, un terrain de tennis. Si vous voulez une analogie de ce que ça représente, pour 300 000 alvéoles. Donc, les poumons, en l'occurrence, donc si on descend, comme on disait, on a les bronches souches qui se séparent en petites bronchioles, qui se séparent après en alvéoles, et les alvéoles sont recouvertes de capillaires. On représente généralement le sang en rouge et bleu. Rouge, ça veut dire qu'il va être chargé en oxygène, il vient juste de récupérer des molécules d'oxygène, et bleu parce que il est un peu moins chargé. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on voit nos veines dans nos bras, et nos veines sont un petit peu vertes. C'est parce que l'hémoglobine, quand elle se fixe avec de l'oxygène, elle a tendance à rougir un petit peu, et quand elle est un petit peu plus pauvre, en fait, elle revient à sa couleur naturelle, qui est un petit peu plus rouge foncé, et sous le filtre de la peau, ça donne un petit peu bleu. Mais généralement, c'est le code couleur qu'on va venir utiliser quand on va venir représenter des veines ou des veines ou des artères. Les artères seront plutôt rouges et les veines seront plutôt bleues. Et donc, on a le mur alvéolaire, qui est l'espace où vont se faire les échanges. On a les globules rouges qui ont une molécule d'hémoglobine qui fixe l'oxygène et qui va venir récupérer de l'oxygène, venir le dispenser au reste du corps, et qui va venir se débarrasser du CO2, et on a cette espèce de circuit constant qui est monitoré par le cœur. Donc les poumons, ils réalisent les échanges gazeux entre le corps humain et l'air ambiant. Ils ont lieu au niveau des alvéoles. Le sang est alors enrichi en oxygène et appauvri en CO2. La différence de pression de CO2 et d'O2 entre l'alvéole et le capillaire induit l'échange. Donc c'est ce qu'on a vu dans la loi juste avant, qui est la loi de Dalton. Non, qui est la loi d'Henry, pardon. La loi d'Henry. Donc c'est la loi la loi de dissolution des gaz dans un liquide. Donc c'est exactement ce qu'on a vu juste avant. Et c'est généralement réalisé, bon c'est pour votre culture personnelle, en 0,75 secondes. C'est spontané et naturel, hein, et ce qu'on appelle la diffusion. Quand on est passé, donc quand l'air est passé et que les molécules d'oxygène viennent charger le sang, on passe sous ce qu'on appelle un deuxième circuit, qui est l'appareil cardiovasculaire. Donc l'appareil cardiovasculaire, c'est ce qui est donc cardio parce que le cœur est engagé dans ce mécanisme-là. Il est en charge de distribuer le sang à l'ensemble des organes qui en ont besoin. Et donc ce circuit de l'appareil cardiovasculaire, il y en a en fait deux, si on regarde. Il y a d'abord une boucle entre le poumon et le cœur. Le poumon va venir récupérer le sang qui est pauvre en oxygène. Il va venir battre et il va envoyer ce sang-là au poumon. Les poumons vont charger le sang, vont récupérer le CO2, charger le sang en oxygène et l'envoyer au deuxième ventricule du cœur. Et ce ventricule-là du cœur, quand il va battre, il va venir envoyer ça aux muscles, aux organes, à la peau, à tout ce qui a besoin d'oxygène. Et ça fait un cycle. Donc en fait, on voit qu'on a une grande boucle, ce qu'on appelle la circulation générale, et on a une petite boucle qu'on appelle la circulation pulmonaire. Les organes qui ont évidemment nécessairement besoin de plus d'oxygène, c'est le cerveau et le cœur. Évidemment, après, ça va être nos organes, et puis nos cellules, et puis nos muscles, et puis notre peau, etc. etc. Hop, donc il y a deux boucles, la circulation pulmonaire, la circulation générale, entre lesquelles le muscle du cœur joue le rôle d'une pompe, en mettant en circulation le sang. Donc la grande circulation, c'est le grand circuit qui est là. Le sang oxygéné est expulsé par le ventricule gauche vers les tissus où il va se désoxygéner. Ah oui, c'est ça, c'est que quand ça passe dans les muscles, évidemment,
l'oxygène va être consommé, il va être utilisé pour alimenter les muscles ou alimenter les organes. Il y a d'autres mécanismes qui viennent se mettre en place. On va mélanger ça des fois avec du glucose pour alimenter les muscles en créatine, etc. Donc il va se désoxygéner et se charger en CO2. Le CO2, c'est la consommation de l'oxygène. Une fois que la molécule d'oxygène est consommée, ça produit un déchet. Ce déchet-là, c'est le CO2. Et le retour du sang se fait par le circuit veineux vers l'oreillette droite. La petite circulation, qui est la circulation pulmonaire, là, dans ce cas-là, on a le sang qui est riche en CO2. Il est expulsé par le ventricule droit du cœur vers les poumons. On le réoxygène au niveau des alvéoles et il revient vers l'oreillette gauche. C'est bien fait tout ça. Donc on a le cœur avec les deux ventricules, avec des schémas de couleurs. Il n'est pas vraiment rouge et bleu dans votre, dans votre poitrail, mais c'est juste pour vous donner en fait une idée de qu'est-ce qui récupère le sang pauvre en oxygène, enfin en dioxygène en l'occurrence, et qu'est-ce qui est riche en dioxygène. Donc on a les deux ventricules du cœur. C'est le muscle qui est situé dans l'espace thoracique, c'est le plus consommateur d'O2 avec le cerveau en l'occurrence. C'est la pompe, c'est lui qui se contracte automatiquement. On a un système automatique qu'on appelle le système parasympathique qui déclenche les contractions de ce muscle-là. Comme ça, on n'a pas besoin d'y penser quand on dort, ce qui est une bonne chose. Et donc il se contracte et se relâche, et quand il se contracte, en fait, il vient agir sous la forme d'une pompe, il vient attirer le liquide et puis le repousser en fonction de comment est-ce que est le liquide à l'intérieur. Au repos, la fréquence cardiaque chez un adulte, c'est environ de 60-75 battements par minute, et un peu plus vite chez l'enfant. La puissance et la fréquence des contractions sont modulées par des centres qui sont situés dans le bulbe rachidien. Bon bref, c'est pareil, c'est pour votre culture ce qu'on appelle le système parasympathique. Donc c'est fait tout seul pour vous. Alors, la circulation sanguine. Donc une fois que le sang est balancé dans le système, il passe par ce qu'on appelle des artères. Les artères, c'est quand le sang il est riche en oxygène. Et puis quand il va se vider, on va passer dans un autre circuit, là où il est... donc c'est la partie qui part du cœur ici, donc riche en oxygène. Et ça, c'est la partie qui revient vers le cœur. Et entre, les artères vont se séparer en plein de petites artérioles qui vont venir entourer les organes. Et de la même manière qu'on a des échanges qui sont faits entre... les poumons et les alvéoles et les capillaires, on va avoir des échanges qui vont être faits entre les muscles qui ont une saturation moindre ou les organes qui ont une saturation moindre en oxygène, qui vont venir récupérer de l'oxygène et qui vont venir relâcher du CO2 avec le même mécanisme physique qu'on a vu juste avant. Donc les capillaires, c'est vraiment tout petit, on est de l'ordre de 8 microns là en l'occurrence. Et donc on a les organes qui viennent faire ça. Donc les artères, c'est des vaisseaux élastiques. Alors c'est important que ce soit élastique en fait parce que la pression à l'intérieur de nos artères, elle n'arrête pas de changer à chaque fois que le cœur va venir battre, ça va venir gonfler l'artère, elle va venir gonfler d'un coup, prendre le flot de sang et venir le disséminer. Donc c'est des vaisseaux qui sont élastiques dans lesquels circule le sang, il va être riche en oxygène, à l'exception de l'artère pulmonaire, on va pas rentrer dans le détail là-dessus. Depuis le cœur vers les organes, ça se ramifie pour finir au stade de capillaire. Les capillaires, ils sont donc de la même manière qu'on a nos capillaires dans les poumons, on a les capillaires au niveau des organes, ils sont nombreux et très fins, ils assurent les échanges gazeux, donc on vient aller sur une unité qui est très 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 petite, pour que les molécules soient très 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 petites et peu denses, comme on a dans les poumons, exactement pareil. Ça se regroupe en vénules, qui elles-mêmes se regroupent en veines, donc le réseau s'écarte d'un côté, en tout petit, et puis là aussi il est écarté, et puis il vient se ramifier, donc on a un espèce de schéma symétrique. Hop, pardon. Et les veines sont des vaisseaux peu élastiques. À l'intérieur, là, le cœur va venir pomper ça à l'intérieur, donc ils sont peu élastiques. C'est important qu'en fait, il y ait toujours de la sortie qui soit faite. Et donc, à l'intérieur duquel circule le sang, qui va être, lui, pauvre en oxygène, à l'exception des veines pulmonaires, on s'en fout, c'est pas on s'en fout, mais c'est trop avancé pour ce qu'on a besoin, c'est juste... on n'a pas besoin de retenir ça. Depuis les organes vers le cœur. Ok, le sang. Le sang, en fait, c'est cette espèce d'élément qui est composé de globules rouges, déjà pour commencer, 40%, de quelques globules blancs. Donc les globules rouges servent à faire circuler l'hémoglobine, l'hémoglobine sert à fixer l'oxygène. Dans les globules rouges, il y a d'autres choses, mais pour nous, en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est ça qui vient fixer l'oxygène. Et donc c'est ça qui sert en fait à alimenter nos muscles. On a aussi des globules blancs à 4% et des plaquettes qui sont là pour notre système immunitaire. Et on a du plasma qui sert à rendre ça un petit peu plus liquide parce que les globules en soi c'est que des éléments solides, donc on vient mélanger tout ça dans du plasma et ça fait du sang. Et quand on mélange tout ça, en fait, on voit à la fois les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes et le liquide un peu rose là autour, c'est ce qu'on appelle le plasma.
Donc le sang, sa fonction, c'est de diffuser l'oxygène et les éléments nutritifs qui sont nécessaires aux processus vitaux de tous les tissus du corps. Donc tous les tissus du corps, ça veut dire jusqu'à la moindre molécule de votre corps vivante. Et ça évacue les déchets, dont le CO2. Il sert également à amener au tissu les cellules et les molécules du système immunitaire, c'est-à-dire les globules blancs. Il est rouge clair quand il est oxygéné parce que l'hémoglobine, c'est formé d'un atome de fer qui, du coup, de rouille, s'oxyde quand il y a de l'oxygène qui se fixe dessus. Et il est foncé quand il est chargé en CO2. On a environ, à titre de règle, environ 5 litres de sang dans le corps humain, et notre corps est capable de fabriquer du sang. Donc donnez votre sang, vous en retrouverez d'autres, vous inquiétez pas. Ok, donc ça c'est tout pour toute la partie ventilatoire et cardiovasculaire. On va passer à d'autres éléments anatomiques qui nous concernent, nous apnéistes, à savoir l'oreille. Pourquoi est-ce que l'oreille ça nous concerne? Ça nous concerne parce que il y a, malheureusement ou pas malheureusement d'ailleurs, parce que c'est nécessaire pour notre audition, il y a un milieu aérien dans l'oreille. Donc là, si on essaie de prendre un petit peu la vue en coupe et déterminer ce qui se passe, ça c'est notre l'oreille externe, donc c'est l'oreille qu'on voit sur notre visage, de chaque côté. On a le conduit, le truc dans lequel on peut passer le petit doigt. Et si on va suffisamment loin dans le conduit, alors pas avec le petit doigt mais avec un coton-tige, on peut venir attaquer une membrane qui s'appelle le tympan. Donc le tympan, c'est une membrane vraiment toute fine et transparente qui fait un seau hermétique entre l'eau ou l'air, ça dépend de là où vous êtes, et ce qu'on appelle l'oreille moyenne. Donc l'oreille moyenne, on a les osselets qui sont là pour transmettre les vibrations du tympan. Donc c'est les vibrations du tympan, elles sont transmises à des petits os qui vibrent et qui vont envoyer ça après à d'autres organes. Donc ce milieu aérien, il redescend ici vers le nez, il y a écrit vers la gorge, mais c'est en l'occurrence vers le nez. Et c'est ce qu'on appelle ici la trompe d'Eustache. On voit que la trompe d'Eustache, elle est fermée par défaut. Il y a des muscles autour qui contractent en fait les muscles, donc les muscles péristaphylins qui contractent en fait la trompe pour qu'elle soit fermée par défaut, et que les infections qu'on a dans le nez ne remontent pas dans les oreilles. Ce qui serait assez tragique. Et si on avait quoi que ce soit à l'intérieur de ce milieu-là, en fait, les trompes d'Eustache s'ouvrent naturellement à chaque fois qu'on avale notre salive, en l'occurrence, pour venir redescendre après dans les voies nasales. Après, il y a tout un tas d'organes à l'intérieur qui nous permettent de venir contrôler l'équilibre, l'audition et plein d'autres choses. Donc on a le nerf auditif en l'occurrence là, qui récupère les vibrations, les envoie au cerveau qui sont ensuite transmis en son. Donc l'oreille est composée de 3 éléments, l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Et l'oreille moyenne, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une cage d'air ici qui est fermée par défaut, et c'est ça qui nous embête. Donc ça répète exactement ce que je viens de vous dire. Organe de l'audition, oreille externe, c'est le pavillon, et ça, on récupère les ondes sonores qui vont vibrer le tympan transmet les vibrations à la chaîne des osselets. La trompe d'Eustache permet l'équilibre des pressions. Oui, donc c'est ça, c'est que la trompe d'Eustache, elle peut s'ouvrir, et ça veut dire que comme on a la loi de Boyle-Maron qui nous dit qu'on a de l'air ici, et que du coup, ça va venir se comprimer avec la pression de l'eau, cet air-là va se comprimer. Comme il va se comprimer, et que tout ça, c'est plutôt hermétique ou osseux, en l'occurrence c'est de l'os ici, donc ça se plie pas, en fait, il n'y a pas de tolérance. Le seul truc qui a une tolérance, c'est notre tympan, ce qui fait que quand on descend, on va avoir mal au tympan si on ne fait rien. Faire quelque chose, ça veut dire compenser, c'est-à-dire amener de l'air pour compenser la perte de volume dans l'oreille moyenne, pour que le tympan retrouve sa position originale. Donc le tympan transmet les vibrations à la chaîne des osselets, blablabla, trompe d'Eustache qui permet l'équilibre des pressions entre l'oreille moyenne et la cavité nasale. Et enfin, on a l'oreille interne, on a la cochlée qui transforme les vibrations des osselets qui sont là en signaux électriques. On a des canaux semi-circulaires, donc on en a plusieurs, en fait, des espèces de demi-anneaux en fait dans des orientations différentes qui nous donnent en fait de la proprioception qui nous permet de savoir si on est en haut ou en bas. C'est ce qu'on appelle le siège de l'équilibre. Ok, on va passer à un petit peu de physiologie. La physiologie, c'est finalement les mécanismes, les modèles de notre corps. Donc, en l'occurrence, un des mécanismes qui nous intéresse, nous, c'est ce qu'on appelle le mécanisme ventilatoire. Comment est-ce qu'on fait pour faire entrer de l'air dans le système qui est ensuite converti dans tout ce qu'on a vu, l'appareil cardiovasculaire, etc., etc. Donc, la manière dont c'est fait chez l'être humain, c'est qu'on a un muscle qui est sous nos poumons, les deux sont attachés ensemble, chaque poumon est attaché avec, le bas des poumons est attaché en fait avec ce muscle-là. Ce muscle-là, quand il est relâché, il est en position haute, comme celle-ci,
Et quand on va le contracter, ça va venir... Donc contracter, ça veut dire qu'on va venir raccourcir la taille des fibres. Comme on raccourcit la taille des fibres avec une contraction, ça va descendre, le muscle il va venir descendre parce qu'il est plus court, donc les fibres elles vont venir, ça va pas passer en mode horizontal, mais pas loin, donc ça va venir tirer sur les poumons, et la perte de volume des poumons, en fait, va provoquer une dilatation de la cage thoracique, et on va générer une inspiration. Donc, une inspiration, c'est actif. Contrairement à l'expiration où c'est passif, parce qu'on va venir relâcher le muscle. Quand on va relâcher le muscle, la taille des fibres va retrouver sa taille initiale, elles vont remonter, les poumons vont réduire de volume et on va expirer de l'air. Donc on va avoir un relâchement des muscles. Donc c'est à la fois le diaphragme et un peu les muscles intercostaux. Donc il y a des muscles qui sont liés ici aux côtes, mais c'est surtout le diaphragme, le muscle de la respiration. Donc le mécanisme ventilatoire assure les échanges gazeux, puisqu'on va venir rejeter du CO2 et apporter de l'O2 entre le milieu extérieur et l'organisme, le milieu extérieur quand c'est de l'air évidemment, et ça va venir déclencher toute l'activité cellulaire qu'on a déjà vue. La ventilation, elle est régulée automatiquement. Elle est régulée par la pression partielle artérielle. Donc, on va venir mesurer les pressions partielles à plein de niveaux différents. On peut venir mesurer les pressions partielles à plein de niveaux différents. Et donc, on a vu la pression partielle, c'est le pourcentage du gaz par la pression. Et en fonction de là où on va venir le mesurer, je ne sais pas si j'ai un petit graphe, ouais, je l'ai juste après, on va observer en fait des pressions différentes. Mais bref, tout ça pour dire que notre corps, en fait, il est peu tolérant à la variation de pression partielle de CO2. Quand le corps va sentir qu'il y a la moindre variation de CO2, il va venir déclencher un mécanisme de ventilation. C'est ça qu'on appelle la soif de respirer, ça peut se traduire par un spasme si on vient insister, qu'on vient retenir la ventilation trop longtemps. C'est vraiment ce qui est prédominant, c'est la mesure de la pression partielle artérielle. Donc ce qui est important d'entraîner, en fait, finalement, c'est plutôt ça, en fait, c'est notre tolérance à la pression partielle de CO2 et à accoutumer notre corps, en fait, à ne pas nous envoyer des ordres tout de suite, dès que la pression partielle de CO2 est trop haute. Donc la pression partielle artérielle, PA, CO2, on l'appelait comme ça se mesure dans les artères. Donc les artères, en plus, on en a plein. Évidemment, plus on va loin du cœur, plus la pression partielle artérielle va être faible. Dans les doigts, il y a évidemment beaucoup moins d'oxygène qu'il y en aurait dans les poumons, dans certains des organes qui sont juste à côté des poumons. On a aussi donc un autre mécanisme de ventilation, de régulation de la ventilation, c'est la pression partielle artérielle de l'O2. Donc il y a deux gaz prédominants dans le corps qui sont le CO2, la consommation de l'O2, le déchet, et l'O2 qui est apporté par les poumons. Donc on appelle ça le PaO2. Et on a aussi le pH sanguin. Donc le pH sanguin, c'est l'acidité ou la basiquité du sang. Généralement, en fait, quand on va venir hyperventiler, on va venir changer son pH et on va se rendre plus alcalin. Et alcalin, ça veut dire qu'on va venir potentiellement fausser nos capteurs, etc., etc. Bref, on a ces trois éléments en fait qui marchent tout seuls, qui sont analysés tout le temps à plein d'endroits de notre corps, et en fonction de leur valeur, le corps va demander à ce qu'une ventilation ait lieu. Donc c'est comme le cœur en fait, on n'a pas de contrôle conscient là-dessus, c'est un système automatique qui va venir faire ça pour nous. Il y a évidemment des facteurs qui peuvent intervenir comme le froid, le peur, l'émotion. Et à titre d'information, le rythme de ventilation, c'est environ 15 à 20 fois par minute. Les gaz. Donc, on en a beaucoup parlé, c'est peut-être le moment de définir tout ça. Donc, dans l'air qu'on respire, il y a principalement de l'azote, 79% d'azote, mais il y a aussi de l'oxygène. Alors, on fait un abus de langage, puisque oxygène, ce serait juste eau tout court, mais en l'occurrence, on respire de l'O2, donc c'est plutôt du dioxygène, mais bon bref, ça ne fait pas une grosse différence. Donc c'est deux molécules d'oxygène connectées ensemble. L'oxygène, c'est un gaz peu diffusible. Donc peu diffusible, si on prend la loi de Henry, c'est-à-dire que ça va moins vite à se diffuser que, par exemple, le CO2. Donc la saturation d'un liquide en oxygène est plus lente que la saturation en CO2. Et donc comme il est peu diffusible, ça veut dire qu'il y a une grosse différence entre la pression dans les alvéoles et la tension dans les capillaires. Il y a beaucoup de pression dans les alvéoles, et il y en a beaucoup moins dans les capillaires parce qu'il est peu diffusible, il y a peu de communication qui se fait. Il y en a quand même, c'est important qu'il y en ait parce que sinon on n'aurait pas d'oxygène dans le corps, mais on arrive rarement à saturation dans les poumons. Il y a toujours beaucoup plus d'oxygène dans les poumons qu'il y en a dans le sang.
Donc dans le sang, 2 à 5% de l'O2 est dissous dans le corps, et 95 à 98% est lié à l'hémoglobine. Donc quand le sang transporte des choses, il y a seulement 2 à 5% de l'O2 qui est dissous et qui est utilisé, et qui sert du coup au fonctionnement de notre corps. Donc il y a encore beaucoup d'oxygène dans notre sang et dans nos poumons, quoi. 60% de l'O2 est contenu dans les poumons et 40% dans le sang. Le dioxyde de carbone, lui, par contre, est très très diffusible, 20 fois plus que l'O2. Ça veut dire que la pression qu'on a de CO2 dans le corps et dans les poumons, c'est quasiment toujours la même, en fait, parce que ça se transfère très vite depuis n'importe quel endroit où c'est, parce que c'est très très diffusible. Donc ça veut dire que une récupération, un retour à la normale du CO2, ça va prendre beaucoup plus longtemps, parce qu'il va rester dans le corps plus longtemps, que le retour à la normale en oxygène. Donc ça veut dire que si on fait un exercice hypercapnique, si on veut revenir à son niveau de CO2 standard, il faut se laisser beaucoup plus de temps de récupération que si on fait de l'hypoxie et qu'on fait des longues apnées. Ce schéma-là est intéressant, donc c'est juste pour vous montrer que c'est la pression partielle en millimètres de mercure, donc c'est pas exact. Là, oui, ben là on l'a en pascal, oui, mais on l'a pas en bar, peu importe. Mais c'est juste pour vous montrer qu'on a 21% d'oxygène dans l'air, puis à partir du moment où ça va rentrer dans le corps et que ça va aller jusqu'au poumon, dans les alvéoles, on n'a plus que quelque chose comme 14% de l'air. On a 14% d'oxygène dans le gaz qu'on a dans les poumons. Et puis une fois que ça va passer dans le sang, on voit qu'on est plutôt à 12, et puis une fois qu'on va passer dans les capillaires, on voit qu'on est à beaucoup moins, etc., jusqu'à arriver aux cellules, où là, on récupère très très peu de molécules d'oxygène. Donc ça pour dire qu'on récupère, on respire 21%, mais ce qui arrive au bout de nos doigts, c'est pas du tout un air qui est aussi riche en oxygène. La respiration, du coup, on peut la découper en fait en plein de phases qu'on va appeler les volumes pulmonaires. Donc, les volumes pulmonaires, il y a plein de notions qui sont assez importantes en fait, parce qu'elles vont avoir pas mal de sens plus tard, surtout quand on va commencer à faire le niveau expert par exemple. Donc, on peut déjà commencer par le volume courant, qui est le volume en fait qu'on manipule tous les jours. Donc, le volume courant, ça c'est, là, je suis en train de respirer quand je vous parle, et j'inspire un peu d'air et j'expire un peu d'air. Et là, en l'occurrence, on voit que ce volume oscille naturellement, si je ne fais pas d'action particulière pour ça, autour de 0,5 un demi-litre à chaque inspiration-expiration. Donc là, j'expire, j'inspire. Bon, là, je vais forcer le trait, mais j'inspire, j'expire, et je manipule environ 1 demi-litre. 1 demi-litre sur des poumons où on a vu qu'ils peuvent faire jusqu'à 6 litres. Si on vient forcer une inspiration, on va pouvoir avoir accès à quelque chose qu'on appelle le volume de réserve inspiratoire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire rentrer plus d'air que ce qu'on a besoin. Ça, c'est l'inspiration maximale. On va venir prendre une inspiration maximale et faire entrer jusqu'à 2 litres et demi, voire plus selon les gens, selon l'entraînement et selon la souplesse. Donc là, on a le volume de réserve inspiratoire, c'est ce qu'on peut respirer en réserve en plus. On a la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on peut forcer une expiration. Donc là, on va avoir accès à quelque chose qu'on appelle le volume de réserve expiratoire. Et l'ensemble de ces trois volumes, c'est la capacité vitale. C'est ce qu'on a accès de manière consciente si on a besoin. Donc on peut venir expirer, manipuler un volume courant et inspirer à fond. Et ça représente environ 1, 2, 3, 4, 5 litres. Donc quasiment 80% de ce qu'on a dans les poumons. Ensuite, on a quelque chose où même quand on expire de manière maximale, on n'a pas accès, il reste toujours de l'air dans les poumons, et c'est important qu'il reste toujours de l'air dans les poumons. Donc ça s'explique parce qu'on a une compliance thoracique qui est limitée, on ne peut pas venir prendre notre thorax et complètement l'écraser pour que nos poumons soient complètement à plat. Et ça tombe bien parce qu'il est important que les alvéoles, les petits sacs qu'on a dans les poumons, aient toujours de l'air à l'intérieur. Parce que s'il manque de chance à cause d'un accident ou autre chose, les deux parois d'un petit sac se collent, elles sont collées à vie, et ce sont des alvéoles qui ne participeront plus jamais à vos échanges gazeux. Donc il y a besoin de maintenir toujours un volume d'air à l'intérieur du corps pour éviter que vos alvéoles se collent. On appelle ça le volume résiduel, donc c'est généralement 1 litre, 1 litre et demi, ça va dépendre de la souplesse de votre cage thoracique et de votre diaphragme. Et de la taille totale de vos poumons aussi évidemment, mais c'est le volume résiduel auquel on n'a jamais accès. Et donc,
Ça, le volume résiduel et le volume de réserve expiratoire, c'est ce qu'on appelle la capacité résiduelle fonctionnelle. Donc si on avait, c'est l'air qui reste généralement dans nos poumons, euh, le total de volume d'air qui reste généralement dans nos poumons à la fin d'une expiration dans la vie de tous les jours. Et l'ensemble de ces 4 volumes compose la capacité pulmonaire totale. Donc pour savoir c'est quoi notre capacité pulmonaire, on va venir mesurer c'est quoi le volume résiduel. Alors ça demande des appareils un peu hors d'accès. On va venir prendre un spirographe. Le spirographe va permettre de savoir combien est-ce qu'on peut expirer maximum, combien est-ce qu'on peut inspirer maximum. Et on peut venir prendre cette somme-là, l'ajouter avec notre volume résiduel, et ça nous fait notre capacité pulmonaire totale. Je crois que j'ai expliqué tout ça. On va pas re-rentrer dedans. Vous pouvez faire pause si vous avez envie de lire le texte. Donc les volumes pulmonaires, c'est ce que je disais, c'est entre 3 et 6 litres. Certains apnéistes de très haut niveau atteignent plutôt quelque chose comme 10, 11, voire 12 litres parfois. Le volume pulmonaire diminue avec évidemment l'augmentation de la pression, puisqu'on a vu en fait que quand on va descendre, les poumons sont soumis à la pression, puisqu'ils sont remplis de gaz, et donc ils vont descendre jusqu'à atteindre la limite du volume résiduel, qui est la limite en dessous de laquelle on ne peut pas descendre. Ce qui veut dire que, en théorie, il y a une limite de profondeur au-dessus de laquelle, si on allait, on pourrait potentiellement avoir des séquelles irréversibles sur nos poumons. Donc si on prend l'hypothèse que j'ai émise ici dans mon schéma, à savoir on a environ 1,5 litre de volume résiduel, qui est un vrai calcul, et un total de 6 litres de capacité pulmonaire. Donc on a une capacité pulmonaire totale de 6 litres, et on a un volume résiduel de 1,5 litres. Donc pour que ces 6 litres atteignent un volume de 1,5, donc on voit que 6 litres c'est 4 fois 1,5, ça veut dire que si on mettait nos poumons de 6 litres, si on exerçait une profondeur de 4 bars, on aurait alors un volume qui serait de 1,5 litres. Si on prend la loi de Boyle-Mariotte avec la multiplication des pressions par les volumes. Donc 6 divisé par 1,5, ça fait 4 bars, et 4 bars, ça fait 30 mètres. Or, on sait très bien, et même autour de nous, on connaît des gens qui sont capables de descendre à plus de 30 mètres, et ils ne sont pas morts. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? La réponse ne viendra pas dans ce cours, elle viendra dans le cours de apnéiste expert. C'est mon super teaser pour que vous ayez envie de passer l'expert. Pour aller plus loin, quelques ressources, il y a des choses qui ne sont pas assez claires sur la manière dont moi j'explique, et si vous avez besoin d'une pédagogie différente, il y a plusieurs liens en fait que je vais vous donner. Les liens de Khan Academy sont vraiment super, il y a beaucoup de schémas et de schémas animés, vous allez pouvoir en fait voir ce qui se passe en termes de donc, les lois physiques qu'on a vues, en particulier les lois autour de la pression et des volumes, et les cours de chimie. Donc les cours de chimie, c'est les cours de dissolution du gaz, et les cours de pression partielle. Je recommande aussi les C'est pas sorcier. C'était des éléments pédagogiques absolument incroyables parce qu'il y a plein là aussi de schémas et ça explique vraiment en détail ce que c'est la poussée d'Archimède, comment marchent les poumons, comment marche le système sanguin. Et je vous conseille juste pour votre culture personnelle de la regarder, ça dure pas très longtemps et c'est vraiment super. Le réflexe du mammifère, c'est un lien que j'ai laissé si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin. C'est plutôt quelque chose qui vient traîner au niveau du niveau expert. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Il y a mon email dans le premier slide.